Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye pour TV5 Monde, Vincent Hugeux, l'Express, et puis Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de deux sujets cette semaine, le Burundi et ce référendum constitutionnel taillé en quelque sorte sur mesure afin de prolonger encore de nombreuses années le régime de Pierre Nkurunziza. Et puis au Mali, à un peu plus de 2 mois de l'élection présidentielle du 29 juillet, les ténors politiques sont sur la ligne de départ. D'abord, cette constitution burundaise revisitée ce jeudi par référendum et sous la férule de Pierre Nkurunziza. 5 millions d'électeurs burundais appelés aux urnes sous la peur et la contrainte, dit-on, pour permettre au président de prolonger encore son bail au pouvoir pendant de nombreuses années. Le récit de Ilham Taoufiki de TV5 Monde. Sur sa colline natale de Bouillé, Pierre Nkurunziza s'est levé à l'aube pour se rendre au centre de vote. Look décontracté, il a fait patiemment la queue comme les autres, présenté sa carte d'électeur comme tout le monde. Bref, Pierre Nkurunziza, un citoyen comme un autre, qui ce jeudi vote pour devenir un président au pouvoir exceptionnel. Je profite de cette occasion pour remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis que ce jour arrive, qui était attendu par tous les Burundais, pourquoi pas même le monde entier. Et de se féliciter de la forte mobilisation des Burundais en ce jour de vote référendaire. Nous sommes très contents que tout le peuple burundais a manifesté sa volonté de contribuer à l'élaboration, pourquoi pas à l'adoption. Aujourd'hui, c'est l'adoption, je dirais, du peuple burundais, de ce projet de constitution qui a été donc préparé, où tout le monde a contribué. Et en effet, à Bouillé comme ailleurs dans le pays, les bureaux de vote ont été assaillis dès les premières heures. Partout, de longues files d'attente. La légitimation de ce référendum contesté passe, bien entendu, par un taux de participation élevé. Les militants du parti au pouvoir ont été sommés de voter avant 10 heures. Quant aux autres, selon plusieurs témoignages, les Imbonerakure, les jeunes miliciens du parti au pouvoir, sont allés les chercher en personne chez eux pour leur forcer la main. Je déplore beaucoup d'irrégularités, des intimidations de toutes sortes et même des gens qui vont au bureau de vote et qui forcent les gens à voter contre leur propre gré. Sans parler des représentants de l'opposition, chassés des bureaux de vote, manu militari. L'issue du scrutin ne fait pas de doute et sans surprise, le référendum constitutionnel devrait être adopté. Une nouvelle constitution qui permettra au chef de l'État d'avoir le dernier mot en tout et surtout jusqu'en 2034, au moins. Voilà Ousmane Diaye, et au moment où nous enregistrons ce vendredi matin, Afrique Presse, pas de résultat de ce référendum hier au Burundi, mais pas de suspense non plus, on sait que c'est le oui qui va l'emporter. Les Burundais étaient quasiment contraints et obligés d'aller voter, et c'est le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui a eu voix au chapitre pendant la campagne, excepté peut-être un parti d'opposition, celui d'Agathon Rwasa, qu'on a entendu dans le sujet, après qu'on ait entendu Pierre Nkurunziza invoquer Dieu pour parler de ce référendum, qui en fait, Ousmane Diaye, apparaît comme un nouvel épisode, sans doute important, de cette crise politique provoqué par le 3e mandat présidentiel de Nkurunziza. C'est-à-dire que vous n'aviez pas voulu que j'ai un 3e mandat. Eh bien, non seulement je l'ai eu, mais je vais encore rester plus longtemps au pouvoir. On a l'impression que la Constitution est une veste taillée sur mesure. La crise politique est partie effectivement d'une première tentative de modification réussie. Je sais pas, en tout cas, il est passé par la force en prenant le risque d'entraîner le pays dans une guerre civile. Et puis ça rompt malheureusement un processus qui, peu ou prou, a beaucoup de difficultés, mais le processus d'Arusha, mais qui avait réussi à sortir le pays de la guerre civile. Là, je ne vois pas comment il peut gouverner le pays de façon stable sans faire régner la terreur. C'est une sorte aussi c'est comme si le pays prenait le virage de la guerre civile. Et puis, quelle est la pertinence ou quelle est la signification d'un référendum
à supposer qu'on va y en donner une, où l'opposition n'est pas dans le pays, les médias libres ne sont pas dans le pays, l'opposition n'est pas dans le pays. Oui, on a l'impression que c'est un match sans adversaire, malheureusement. Alors on est en face, Vincent, à une dictature en progression depuis le coup de force, effectivement, du troisième mandat présidentiel. Et puis, on est toujours en face de l'inertie, de l'apathie, à la fois de l'ONU, de l'Union africaine et, naturellement, de l'organisation sous-régionale qui avait prétendu vouloir arbitrer cette énième crise politique aiguë que se paye le Burundi. Excellente nouvelle pour les nostalgiques de la royauté, puisque la planète compte désormais une monarchie de roi divin de plus, en l'occurrence le Burundi de Sa Majesté Pierre Ier. Vous savez, en Kirundi, le oui du référendum, ça se dit « ego ». La messe est dite. Ego. C'est aussi un trip absolument obsessionnel de quelqu'un qui se croit investi d'une sorte de devoir messianique. Et on est dans ce paradoxe assez ébouriffant où le très dévot Nkurunziza est en train d'orchestrer la descente aux enfers de son propre pays. Vous évoquiez à juste titre, Hassan, l'apathie confondante des instances régionales, continentales, planétaire. C'est un message d'autant plus détestable qu'il signifie à d'autres qui pourraient caresser des projets de même nature qu'au fond, une certaine forme d'impunité règne sans même prendre les formes, sans même entretenir l'illusion d'un respect du libre arbitre des citoyens. Non, on a pour habitude dans cette émission d'essayer d'apporter des analyses nuancées, mais hélas ici, il n'y a pas de place pour la subtilité. C'est une dérive vers une tyrannie orwellienne, on hésite d'ailleurs entre Orwell et le père Ubu, et tout ceci sous le regard peut-être navré, peut-être consterné, mais en tout cas passif de tous les acteurs alentour. Et comme le dit Vincent, Louis, c'est une répétition. Ce qui se passe au Burundi, eh bien, on l'a peu ou prou vu au Congo-Brazzaville, on l'a vu dans d'autres pays, et on craint de voir ce qui se passe au Burundi peut-être arriver en RDC, si ces élections ne se tiennent pas, par exemple. Je crois que le Burundi est en train de devenir, en quelque sorte, la Syrie des Grands Lacs. C'est-à-dire que la comparaison avec la Syrie tient dans le fait que on est dans un pays où la crise a commencé, on a donné l'impression qu'elle n'était pas si grave que cela, on s'est rendu compte qu'elle prenait quand même de l'ampleur et on n'arrive plus à avoir un contrôle sur la situation. Mais c'est surtout, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens d'arrêter cette crise. On a voulu envoyer notamment des missions de paix, des soldats de la paix, etc., etc. Nkurunziza n'en a jamais voulu. Et il a, avec ses partisans, c'était chaque semaine des manifestations devant les bâtiments de l'ONU. Tout ça pour démontrer, pour s'engager dans une sorte de rapport de force, finalement, aujourd'hui gagné par Nkurunziza. Le fait est que, au-delà même de la situation actuelle, cette crise, les accords d'Arusha qui ont été obtenus et qui sont aujourd'hui le point de repère fondamental dans la résolution de cette crise, c'est Mandela qui les mène. C'est normalement un accord par lequel on devait sortir d'une crise profonde et revenir à la paix au Burundi. Malheureusement, on est très loin du compte aujourd'hui et l'Union africaine, ce n'est pas qu'elle s'en lave les mains, c'est qu'elle est impuissante devant la situation. Voilà. Les Nations Unies également, les journaux, les journalistes et les médias sont chassés du pays. La BBC, Voice of America sont les derniers actuellement à avoir été chassés du pays. Les défenseurs des droits de l'homme sont chassés du pays. Les forces de l'opposition dignes de ce nom sont à l'extérieur avec le Sénarède Ousmane Diaye. Alors, quel moyen, quel levier pour faire entendre raison à Pierre Nkurunziza? Quel moyen pour endiguer effectivement cette dictature en progression au Burundi? Après, je crois que aussi, si on en est là, je pense qu'à un moment donné aussi, en tout cas, l'Union africaine a commis une erreur en menaçant à un moment donné, comme type de solution, la solution militaire, une intervention militaire qui a été brandie, annoncée. On s'est très vite rendu compte que l'Union africaine n'en a pas les moyens. Et puis le coût aurait été exorbitant. Le contre-coup, en fait, pour Nkurunziza, ça l'a radicalisé. Vous menacez d'une intervention militaire,
là, il n'y a plus rien qui tienne. Donc je pense que là, aujourd'hui, nous n'avons pas, en tout cas dans la sous-région, les pays alentours n'ont pas de solution militaire. Donc on est dans une sorte d'impossibilité de solution politique. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait une solution politique. Parce que pour qu'il y ait une solution politique, il faudrait qu'il y ait une volonté de négocier. Dialogue, voilà. Il considère qu'il est là, non pas même par la grâce de ses citoyens, mais par la grâce divine. Ouais. Donc c'est très compliqué à partir de ce moment-là de négocier l'issue politique. C'est exactement ça. On est en dehors de toute rationalité politique et même de raisonnement en termes de rapport de force. Si la formule magique existait et que nous la produisions là maintenant, nous mériterions tous le prix Nobel de la paix pour les 10 ans à venir. Donc on devrait moins accabler l'Union africaine et l'ONU. Non. Je veux dire, si, parce qu'il y a eu une période où il y avait encore une possibilité d'exercer des pressions décisives. Mais la dérive messianique est telle qu'aujourd'hui, le CNDD-FDD, donc le parti présidentiel, c'est une secte dont Nkurunziza est le gourou. Et une secte qui est dotée de sa milice, les fameux Imbonerakure, donc qui sont en fait des miliciens, et tous les rapports de Human Rights Watch, de Amnesty International, des ONG reconnues, attestent la violence, les liquidations, les intimidations, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est passé de la raison politique à la déraison mystique. C'est ça. Et donc c'est vrai qu'il n'y a plus de levier raisonné. Donc Nkurunziza réinvente une théocratie à la burundaise. Faut-il véritablement voir les choses comme ça, Louis, et qu'il n'y a pas de solution comme ça, miracle, pour utiliser un terme qui nous rapproche là aussi de la religion? Nous sommes dans une crise où il est difficile aujourd'hui de se prononcer. Amnesty a presque jeté l'éponge. Ils disent qu'ils ne savent plus aujourd'hui comment situer et qualifier les faits qui sont commis sur place, ni les vérifier, parce que ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des missions sur place. L'ITK, qui est l'Organisation des droits de l'homme présente sur le terrain, avance des chiffres qui sont effarants. N'oublions pas que le Burundi est un pays enclavé. Ils n'ont aucune façade maritime. Ils sont aujourd'hui enclavés et la situation de la RDC, la situation de la Tanzanie et la pression sur l'Ouganda sont telles que même si on ne voulait pas régler la crise, pensons quand même à tout le drame que cela... Je prends juste quelques chiffres que j'ai eus. 1710 meurtres commis jusqu'à présent, près de 486 disparitions et 430 000 réfugiés à la fois dans le pays et en dehors. Depuis la crise, du troisième mandat. Ça fait quand même beaucoup. Et même si on n'avait pas l'envie de régler la crise, pensons à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans des situations très compliquées, qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ne peuvent plus travailler. Ou les journalistes qui quittent le pays. Il pourrait y avoir une petite lueur d'espoir si la Cour pénale internationale faisait son boulot. Elle vient d'ouvrir quand même une enquête sur des exactions qui peuvent être qualifiées, c'est dit dans le texte, comme des crimes contre l'humanité. Le problème, c'est qu'on sait très bien, Nkurunziza lui-même a été pionnier dans le retrait de la CPI qu'il avait annoncé à l'automne 2016 et qui est devenu effectif, grosso modo, 1 an plus tard. Ça n'empêche pas la CPI de travailler, mais je ne crois pas, hélas, que la formule viendra de là non plus. Un dernier mot sur le Burundi, Ousmane. Oui, et puis il a quand même fait le choix de vivre en autarcie. Le Burundi est coupé de tout, le pays à huis clos. Et là où coopération avec la Chine, la Russie peut-être. Oui, la Russie soutient et la Chine. Il a félicité Donald Trump au moment de son élection aux États-Unis. Et puis l'environnement régional qui lui est pas Kabila est en train est à peu près dans la même configuration politique, tripatouillage de la Constitution pour essayer de se maintenir. Et Paul Kagame aura du mal aussi à intervenir compte tenu des relations et de l'histoire. Sans oublier Museveni. Sans oublier Museveni. Voilà, donc voilà qui dit que Pierre Nkurunziza a de grandes chances de rester encore longtemps au pouvoir au Burundi. RFI TV 5 Monde, on passe au deuxième sujet d'Afrique Presse, le Mali. Déjà une dizaine de candidatures déclarées en vue de l'élection présidentielle du 29 juillet. Parmi eux, bien sûr, les poids lourds de la scène politique. On écoute le dernier investi, autrement dit le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, un extrait de cette cérémonie d'investiture aux côtés d'un artiste malien connu. Le président sortant a manqué à son obligation contractuelle. Il a manqué à me donner de l'eau. Il a manqué à me donner de la nourriture. Ibeka a échoué à me sécuriser. Il a échoué à me donner de la perspective. Ibeka a échoué à préserver mes droits de liberté. Sachez que c'est le début du changement. Sachez que nous avons pris un chemin qui est irréversible. Sachez qu'on ne peut plus reculer. Sachez que la victoire, elle est certaine.
Voilà, donc on a bien chauffé les foules, hein, cette journée d'investiture de Soumaïla Cissé à Bamako, Ousmane Diaye. Il y avait avant le candidat, on a entendu Rasbat, qui est une figure populaire, hein, notamment parmi les jeunes. Et puis on a entendu également Soumaïla Cissé prétendre à une victoire garantie. Alors l'autre poids lourd, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. On sait qu'il va briguer un nouveau mandat, mais il n'a pas encore, ou il n'a pas bénéficié, en tout cas à ce jour, d'une cérémonie d'investiture, semble-t-il par dédain de sa part. Il semble qu'il n'en a peut-être pas besoin. Alors, évoquons, voilà, est-ce qu'il peut renouveler un discours convaincant, Ibrahim Boubacar Keïta, sur la question de la restauration de l'unité territoriale, sur la sécurité, la paix au nord, ou bien encore sur le respect de l'accord de paix d'Alger, etc. Autant de promesses qu'il avait faites au cours de son premier mandat, mais qu'il n'a peut-être pas pu réaliser et mener à leur terme. Enfin, la situation est simple. Par exemple, pour être très factuel, il avait promis, hein, dans un grand discours très fervent, très patriote et nationaliste, qu'aucune parcelle du territoire malien ne serait laissée aux mains des rebelles. Aujourd'hui, de façon très pratique, durant tout son mandat, Kidal n'était pas gouverné par l'État malien. Il y a depuis quelques semaines une présence symbolique de l'armée malienne. Le centre est en train de partir en vrille. Le nouveau Premier ministre y est passé à Kidal aussi. Oui, mais c'est une visite escortée, non pas par l'armée nationale, mais par les groupes armés. On en est là. Donc quoi, vous êtes en train de nous brosser un bilan, un échec sur la sécurité Sur la sécurité, c'est un échec par l'une de ces promesses. Sur la corruption, en 5 ans, moi je veux bien qu'on me dise une seule sanction. Moi, je sais pas. Un seul cas concret. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir plus de mansuétude pour un IBK, Vincent Hugeux, compte tenu du contexte dans lequel il a trouvé le Mali lorsqu'il a été élu, un désordre, un chaos, une cogestion obligatoire forcément sur le plan sécuritaire avec l'ONU, hein, avec la mission de l'ONU au Mali, avec les forces étrangères françaises, etc., etc. Donc un environnement quand même très complexe. Est-ce que d'autres auraient fait mieux ? Alors, soit environnement complexe, mais je ne crois pas pour autant qu'il mérite cette bienveillance-là. Pour une raison assez simple, il est élu très largement au second tour, contre le même Soumaïla Cissé, qu'il écrase lors du ballotage, et que par ailleurs, il a toujours été dans l'ambiguïté. Alors je sais qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens, mais enfin par rapport à l'accord d'Alger, on rappelait les serments initiaux, très franchement, il y a toujours eu une forme de duplicité chez IBK vis-à-vis de l'accord d'Alger. Puisque je me souviens, pour y être allé à l'époque lors de sa campagne, il avait quand même joué du réflexe patriotique, voire chauvin du Sud, contre les métèques de là-haut. Bon. Donc, il n'y a jamais eu de sincérité, contrairement à ce qu'il prétend, dans la volonté de tirer les conséquences de l'intégralité des accords d'Alger. Et d'ailleurs, au passage... Le camp d'en face non plus. Bien entendu. Mais là, vous avez la convergence très classique de deux calculs. Hein. Et quand vous discutez avec des diplomates à Bamako, j'y étais il y a quelques jours, ou avec même certains des homologues de la région de IBK, ils lèvent les yeux au ciel. Enfin, quand même, l'un d'eux m'a dit, vous savez, il ne doit pas y avoir de problème de santé pour se représenter, parce que, vu les efforts qu'il a déployés pendant son premier mandat, il doit encore avoir de la réserve. Donc, une vraie déception. Et alors, bizarrement, il a malgré tout un atout, les moyens de l'État. Alors au passage, la déception porte aussi sur certaines dérives affairistes de son entourage immédiat, à commencer par son fils Karim et une partie de la belle famille. Mais l'atout, donc bizarre, c'est le Premier ministre, Boubaï Maïga. Oui. Parce que même si les personnages sont aussi dissemblables que possible, entre son rail de Gao et l'homme du centre-sud, eh bien, il n'en demeure pas moins qu'il a déployé un activisme dans sa volonté, alors peut-être un peu incantatoire, de redéployer l'État, les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, etc. Il est allé à Kidal, ça fait quand même 4 ans
depuis la mésaventure cuisante de Moussa Mara en mai 2014, qui n'avait pas eu ce type de visite symbolique. Et puis surtout, lui, j'en ai discuté avec lui il y a peu de temps, il a vraiment pris conscience du caractère central, c'est le cas de le dire, de ce qui est en train de se passer au centre du pays, Mopti, Sévaré, Bandiagara, Djenné, où vraiment la dégradation sécuritaire est à la limite plus préoccupante que le statu quo du Nord. Voilà, on voit bien l'importance du Premier ministre Maïga dans le dispositif de campagne du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta. Louis, est-ce à dire finalement que la principale carte d'un Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de rassembler, notamment d'obtenir le soutien, ou en tout cas le soutien d'une partie importante de l'ADEMA qui court vers l'implosion. On saura quelle sera la décision de l'ADEMA ce samedi, donc demain, nous sommes vendredi. En principe, l'ADEMA est réunie pour dire quelle sera son attitude durant cette présidentielle. Et au fond, Ibeka, évidemment, va essayer d'obtenir le soutien de ce parti-là. Je pense que Ibeka en prenant le pouvoir, constaté que l'ampleur du chantier était au-dessus de ses forces, en raison de ses problèmes de santé qui ne sont plus aujourd'hui un tabou, où il a fait le choix volontaire de se dire, si le Nord, qui représente quand même 2/3 du territoire, ne m'est pas acquis, il n'est pas acquis à mes adversaires non plus. Et donc, en termes de réélection, si je ne le gagne pas, les autres ne le gagnent pas non plus. Et donc, la bataille se passe au sud et au centre. Et là-dessus, je pense que j'ai suffisamment sécurisé. Ce calcul politicien peut avoir été fait. Mais il peut être également dérouté par le fait que l'opposition commence de plus en plus à essayer de jouer une carte à la sénégalaise qui consiste à dire le meilleur qui sortira du premier tour tous les autres s'aligneront derrière lui. Et là, l'équation sera un peu plus compliquée pour Ibeka. Voilà. Alors l'équation donc sera peut-être sous-entendue favorable à Soumaïla Cissé, l'autre poids lourd, donc qui était opposé il y a 5 ans au même Ibeka. Il avait été battu. Alors qu'est-ce qu'il pourrait faire aujourd'hui quand Soumaïla Cissé puisse être élu, Ousmane Diaye, si ce n'est effectivement rassembler, même dès le premier tour, le maximum de soutien? On ne l'a pas dit, mais il ne faut pas oublier que la majorité même du président Keïta se fissure. Le ministre de l'Éducation nationale a démissionné et probablement va sortir de l'alliance de la coalition présidentielle pour être candidat. Donc je pense que l'alliance, la grande alliance qu'il a eue en 2013 va totalement se fissurer. Ça m'amusait. Vous croyez que ça va... C'est de fait pour Ibeka. Oui, pour Ibeka. Guindo a démissionné. Et je que... pense que ce processus joue en faveur de Soumaïla. Je pense que le processus de dégradation, de décomposition de la majorité va à un moment donné basculer, surtout que Guindo était quand même 4e, si je m'abuse, en 2013, et c'est un soutien de poids. Si c'est très simple, il va se retrouver sans doute dans la configuration inverse de 2013, la configuration, c'est-à-dire au second tour, toute l'opposition avait soutenu Keïta pour qu'il gagne. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que l'ADEMA qui a quand même gouverné... va soutenir en bloc d'une seule et même... au premier tour. Aujourd'hui, l'ADEMA, la question que se pose l'ADEMA, est-ce qu'on va le soutenir au premier tour? Et c'est pas gagné. Alors, que dire des autres candidats? L'ancien Premier ministre Sidibé, l'ancien Premier ministre Moussa Mara, Igor Diarra, banquier, ancien ministre. Est-ce que ce seront des faiseurs de roi, d'après vous, Vincent, ou pas? Est-ce que leur poids va véritablement compter dans cette élection du 29 juillet? Au regard de la gravité des enjeux vitaux auxquels le Mali est confronté, il y a quelque chose de surréaliste à raisonner en termes de calcul politique, de second tour, etc. Néanmoins, c'est la loi du sport, donc allons-y. La meilleure nouvelle pour Ibeka, c'est quand même malgré tout la dispersion. C'est un grand classique, là encore. Alors même si ses partisans font le pari d'une victoire au premier tour pour éviter... la psychose de la coagulation des oppositions. Absolument. Il faudrait pour cela quand même que tous les candidats que vous évoquez surmontent la maladie infantile de l'échiquier politique malien, c'est-à-dire la discorde et le chacun pour moi. Donc même le ferait-il d'ailleurs, est-ce que leurs électorats respectifs les suivraient? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc soyons clairs, à l'instant T,
la réélection d'Ibeka reste le scénario le plus probable. Moussa Mara, quelle que soit sa performance en tant que maire d'un des quartiers de Bamako, il est marqué par le 5 ans camouflé de 2014. Vous parliez de Sidibé, à peine 5% des voix au premier tour lors de la levée précédente. Donc, je veux dire, aucun d'eux ne peut apparaître comme quelqu'un qui peut bousculer cet ordre-là. Donc la cohérence serait de rallier Soumaïla Cissé. Il ne faut pas oublier aussi, certes, il y a les partis politiques, mais il y a les grands électeurs. Et au niveau des grands électeurs, il subit une désaffection sans précédent. Et ça, je pense, ça peut faire basculer... les grands électeurs, c'est-à-dire les chefs religieux. Les chefs religieux, parce qu'il a passé... il a beaucoup joué sur ça en 2013. Il a commencé ses meetings par des litanies de Fatiha, dont on ne sait pourquoi. Qu'est-ce qu'il faut on est dans un pays musulman. Et là, il y a quand même une sorte de réserve, de recul que ces pouvoirs-là manifestent vis-à-vis du président Keïta. Si le scrutin est sincère et transparent. Oui. Et voilà, et ce sera la fin de cette émission. Merci Ousmane Diaye, Vincent Hugeux, Louis Magloire Kemayou, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver cette édition sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Encore grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.